Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer la première table ronde de cette journée sur le thème la responsabilité numérique des entreprises, redevenons ingénieux. Voilà, nous sommes ravis d'être là. Je suis Sylvain Deschamps, je suis journaliste pour Madines. Je vais vous présenter Maya. Maya est directrice générale de France Digital depuis 2021. Elle a débuté sa carrière dans le recrutement pour des startups en forte croissance comme Deezer, VP, Le Bon Coin, Datalogue. Elle fonde en 2015 une startup de recrutement pour attirer des techs venus de l'étranger. Et en parallèle, elle s'engage dans la position pour la promotion des femmes dans l'entrepreneuriat. Elle rejoint France Digital et elle prend la direction générale en 2021. C'est tout à fait ça. Voilà. Notre deuxième interlocuteur, Julien Nicolas, directeur général du groupe, directeur du numérique du groupe SNCF et président de 574 Invest, qui est le fonds d'investissement de la SNCF. Il a commencé sa carrière chez TPS, groupe TF1, pour ceux qui se souviennent, comme responsable des applications interactives et communication abonnée. Et en 2005, il a rejoint voyage-sncf.com. Et depuis 2021, le directeur du numérique pour le groupe. Et notre dernier, qui est Raphaël Offan, qui est directeur général de Quant. Bonjour. C'est notre serial entrepreneur. Raphaël a cofondé Cosmian, Skilab, Ziken, ce qui lui a permis de rejoindre les équipes produits de chez WeSings, qu'on connaît bien aussi. Et en 2021, il a pris la direction générale de Quant, qui co-dirige avec Corinne Lebovitch, qui est la présidente. Voilà. Pour commencer, de partager avec vous la définition de notre sujet. La définition qu'en donne France Stratégie, la responsabilité numérique des entreprises est un déploiement nouveau et incontournable de la RSE. Ce déploiement se fonde sur les mêmes principes de confiance, de redevabilité, d'éthique et d'échange avec les parties prenantes de l'entreprise. On comprend assez facilement que la RSE et le numérique sont deux disciplines qui n'ont pas vraiment l'habitude de cohabiter et elles ont plutôt l'habitude de s'ignorer par le passé. D'un côté, la RSE qui serait tournée vers l'humain et l'idée d'un bien commun, et de l'autre, le numérique tourné vers la digitalisation des entreprises, longtemps perçu comme un moyen de se passer des humains. Donc on comprend bien comment le ciseau se referme. Et ce qu'on va essayer de se demander aujourd'hui, c'est de définir ce sujet, de voir comment est-ce qu'il émerge dans l'entreprise, quels sont ses enjeux, et voilà. C'est déjà pas mal. Voilà, pour commencer, je vais laisser la parole à Raphaël peut-être. C'est notre représentant de la privacy. Il le fait avec le bras levé et on a un sujet autour de la donnée. Quelles données captent les entreprises? Comment est-ce qu'elles s'en servent? Quels sont les enjeux qu'il y a derrière au titre des entreprises et au titre des utilisateurs de ces entreprises et des collaborateurs de ces entreprises? Ok, donc déjà un mot rapide pour présenter Quant. Quant, c'est un moteur de recherche qui respecte les données personnelles, qui protège la vie privée. Et donc c'est un moteur de recherche qui a été lancé il y a 10 ans. Et donc on a vraiment la protection des données personnelles, la protection de la vie privée au cœur de Quant. Donc ce que l'on voit avec Quant, c'est qu'il y a eu donc, en 2018 l'entrée en vigueur du RGPD, Règlement général pour la protection des données. Ça a permis d'avancer collectivement sur la protection de la vie privée, mais ce n'est qu'un petit pas en fait. Ce que l'on voit, c'est que malgré la mise en place du RGPD en 2018, il y a eu d'abord de nombreuses entreprises qui n'ont pas respecté le RGPD. La CNIL en 2022 a sanctionné 22 entreprises sur la non-conformité au RGPD. Mais même avec cette conformité au RGPD, finalement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une captation très forte des données par de très grands acteurs du numérique en Europe. Il y a une étude faite par l'équivalent de la CNIL en Irlande, l'ICLL, qui a sorti que la donnée d'un Européen était captée 376 fois par jour dans sa navigation numérique au quotidien. 376 fois. Donc on voit que les RGPD, c'est une étape importante,
mais que ce n'est qu'une étape de conformité. Donc c'est déjà une étape importante, mais ça ne va pas assez loin. Donc pour nous, pour Quant et pour beaucoup d'acteurs du numérique, il nous paraît important d'aller bien au-delà dans la protection des données personnelles, dans la protection de la vie privée. On a lancé il y a 3 semaines, pour le Data Privacy Day, un baromètre qui a été fait avec 4 acteurs du numérique, donc Quant, Olvid, Murena, Proton, et qui a fait ressortir que 90% des Français se sont très concernés par leurs données personnelles. 72% ont la perception de divulguer des données personnelles partout où ils naviguent au quotidien. À peu près la moitié pense avoir des solutions mises en place pour protéger leurs données personnelles, mais quand on gratte un peu, finalement, c'est cette protection que l'on pense avoir pour ces 50% de personnes n'est pas vraiment efficace. Et les dernières choses qui ressortent de ce baromètre qu'on en a fait avec Kantar et ces 4 sociétés que j'ai mentionnées, c'est que 90% des Français ont besoin d'un accompagnement dans la protection de leurs données personnelles. Ils cherchent des solutions, ils ont besoin de solutions. Donc, voilà, donc on a, nous, Quant à cœur, au-delà de fournir un service de recherche qui respecte la vie privée, qui n'a aucun tracking utilisateur, on a à cœur de vraiment fournir des solutions qui vont permettre aux utilisateurs de mieux gérer la protection de leurs données personnelles au quotidien. Moi, je trouve ça intéressant de commencer une table ronde sur le volet RSE en parlant de data, de données. C'est vrai qu'en matière de numérique, la donnée, c'est tout le capital. Si je dois schématiser, la donnée, c'est un peu l'équivalent pour les pays de l'or il y a un certain temps. Aujourd'hui, avoir la donnée, savoir l'utiliser, c'est un énorme outil. Et du coup, comme n'importe quel outil puissant, c'est important de l'utiliser correctement. Donc, pourquoi c'est important d'être responsable face à la donnée? Pour plusieurs raisons. À la fois parce que déjà, la donnée, c'est ce qui consomme de l'énergie dans le numérique. Ces bandes passantes pleines de données, c'est ce qui constitue l'effet rebond du numérique, l'effet où quelque part, là où il y avait une vocation à quelque part décarboner l'économie en proposant des services qui permettent de moins voyager, on a un effet rebond qui est, en fait, on va consommer énormément de données en regardant Netflix, par exemple. Donc, je trouve ça intéressant de se dire, oui, la donnée, elle est au cœur du sujet. Comment est-ce qu'on est responsable en tant qu'utilisateur du numérique? Et en tant qu'entreprise, pourquoi est-ce qu'il faut être ingénieux? Effectivement, il faut savoir utiliser la donnée à bon escient. Quant est un bon exemple. Quant, je pense que c'est aussi un symbole assez européen. Tu parles directement de RGPD. C'est quelque chose pour lequel nous, côté France Digital, on est assez fiers parce qu'on se dit, il y a un mindset européen qui a envie de protéger les données personnelles de la population. Quelque part, c'est ultra positif, mais c'est aussi un frein au business. Moi, quand la RGPD est sortie, j'étais entrepreneur et la mise en conformité face à la RGPD, c'était un calvaire monstrueux. Mais néanmoins, on peut être assez fier parce qu'il y a cet aspect européen de se dire on veut utiliser la donnée à bon escient face à quelques géants qui, aujourd'hui, imposent des standards de marché parce qu'ils sont omniprésents. Je pense à des Google, je pense à des Apple. Tu parlais de la CNIL. Nous, avec France Digital, en 2021, on a porté plainte contre Apple. On a déposé une plainte auprès de la CNIL parce que dans une version de leur OS, en fait, ils enregistraient automatiquement les données personnelles des utilisateurs. Suite à cette plainte, donc Apple a tout de suite changé sa version de son OS. On a quand même remporté donc, du coup, une petite victoire de 8 millions d'euros. Du coup, c'est un petit cadeau pour le fisc qui, grâce à notre plainte, Bravo. a 8 millions d'euros. Néanmoins, c'est rien. Ça représente 5 minutes du chiffre d'affaires d'Apple. Donc voilà, je pense qu'on peut être fier en tant qu'Européens, et je trouve ça très bien de vous avoir sur scène et d'avoir un compte sur scène, de se dire voilà, on sait que la donnée a de la valeur, on a envie de l'utiliser à bon escient. Néanmoins, ça nécessite aussi d'être ingénieux sur le marché et d'imposer nos standards, pas simplement via de la réglementation, mais en créant des champions qui vont pouvoir, comme un Google, comme un Apple, imposer des règles. Oui, je crois que j'abonde complètement dans ce sens-là. SNCF, vous connaissez, je ne vais pas vous refaire la description de l'entreprise, mais du coup, SNCF manipule énormément de data. On vend des centaines de milliers de billets chaque jour, on a des millions de clients en base, et donc on a une responsabilité vis-à-vis de l'utilisation de cette data. À deux titres, une responsabilité vis-à-vis des clients, ce qu'on fait de leur data et comment on la protège, et la responsabilité environnementale, on l'a dit, puisque aujourd'hui cette manipulation de data, derrière c'est des serveurs, c'est du matériel, c'est du réseau, et donc c'est de la consommation énergétique. Du coup, on travaille sur les deux aspects évidemment au sein du groupe SNCF. Le premier, on a beaucoup parlé de la législation, c'est évidemment d'être en conformité avec toutes les règles du RGPD
et de rester en pleine conformité avec notre responsabilité vis-à-vis de nos clients, notre responsabilité d'entreprise publique. Le deuxième point, c'est la sécurisation de ces données. Évidemment, on a mis en place tous les systèmes pour protéger la donnée, mais vous savez aussi que la protection vient beaucoup de l'humain, puisque par exemple en termes de cybersécurité, le premier maillon faible, c'est d'abord l'humain, l'action humaine, le clic sur un mail reçu. Et donc on forme l'ensemble des collaborateurs du groupe à ce qu'on appelle des cyberréflexes, dans le but de protéger l'entreprise en termes de cybersécurité, mais donc de protéger nos clients. Et donc on a déployé un module de formation. Alors chez nous, c'est assez massif puisqu'on a 150 000 collaborateurs en France. Et donc ce module de formation est suivi par tous les agents de la SNCF. Au moment où je vous parle, on a dépassé les 52 000 agents formés au cyberréflexe et on continue de le déployer. Et ça, c'est un élément essentiel. Le troisième point, c'est la transparence dans ce qu'on fait de ces données. Donc c'est d'abord recueillir la donnée au juste besoin. Pourquoi on recueille certaines de vos données? C'est pour la bonne exécution de votre contrat. Pourquoi on vous demande des fois un numéro de téléphone? C'est pour pouvoir vous prévenir en cas d'incident, en cas de grève, comme c'est le cas par exemple aujourd'hui. Ce qui permet de vous prévenir et de vous recontacter. Et puis donc c'est d'assurer derrière le fait qu'on garde ces données simplement pour le bon moment. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la monétise ou pas? C'est toujours difficile, évidemment, tout le monde a des conditions d'utilisation de sites très très longues. On a essayé par exemple sur l'application SNCF Connect, dans les informations générales, en 4-5 rubriques, sur des descriptions assez courtes, de vous dire comment on utilisait les données, combien de temps on les gardait et pourquoi on les utilisait. Donc on a besoin de cette transparence. Et aujourd'hui, on voit qu'avec l'IA, l'intelligence artificielle là, qui est en train de faire les gros titres de l'actualité. On a cette responsabilité dans la construction de nos algorithmes et donc d'éviter des biais. Donc ça aussi, c'est des sujets sur lesquels on commence à réfléchir, à former nos équipes, à toujours pousser dans la mixité pour être sûr que dans le développement, on ait bien la représentation masculine, féminine et éviter ces biais. Donc tout ça, c'est important autour de la data. Donc on le prend vraiment comme un point en grand, la responsabilité vis-à-vis des clients, la responsabilité environnementale et puis les développements qu'on peut en faire. Voilà, alors j'en profite parce qu'on en a discuté juste avant pour avoir une idée du poids environnemental pour la SNCF de la data. C'est un vrai sujet pour vous. J'ai trouvé les chiffres astronomiques. Tu m'as dit 1% de la consommation électrique de ce pays, c'est ça? La SNCF, c'est 10% de la consommation électrique industrielle. C'est presque 2% de la consommation électrique française. Et donc le numérique pèse évidemment, alors beaucoup moins que la traction et les TGV, hein, mais on suit la consommation du numérique dans la consommation de la SNCF pour essayer évidemment d'être le plus sobre possible, même si c'est un petit élément, étant donné la surface de l'entreprise, c'est important de travailler dessus. Ouais. Et comment est-ce qu'on mesure ça de façon très concrète ? Alors, de façon concrète, on va mesurer la consommation de tout monomatériel. Je l'ai dit, on a 150 000 agents. Hein, donc, chez nous, c'est beaucoup d'ordinateurs, c'est beaucoup de téléphones, c'est beaucoup de tablettes, c'est beaucoup d'équipements de nos contrôleurs, par exemple, dans les trains. Donc, on va suivre évidemment la consommation de tous nos matériels. Et puis, on va suivre la consommation de nos data centers. On a des data centers en propre hein, que l'on opère directement. Et puis, on a évidemment des prestataires de services. Et donc, on a fait un bilan global de notre consommation énergétique et de notre consommation carbone dans le numérique et qu'on suit dans le temps. C'est très compliqué de calculer l'émission carbone du numérique. Nous, alors moi je parle surtout pour les startups. Ouais. Les startups, quand on regarde, c'est au final des entreprises qui ne consomment pas beaucoup d'énergie. C'est quelques ordinateurs, très peu d'installations industrielles. Donc on se dit c'est des entreprises qui ne sont pas polluantes. Ça, c'est le scope 2. Maintenant, quand on commence à réfléchir au scope 3, ça devient très compliqué en fait. C'est exactement l'effet rebond dont je parlais tout à l'heure. En fait, si un outil numérique vous permet d'éviter les déplacements parce que vous arrivez à faire une visio, en fait, si vous passez votre journée en visio, quelque part, est-ce qu'il n'y a pas un effet néfaste? Donc ce scope 3, il est super compliqué à calculer. Néanmoins, ce qu'on observe dans l'écosystème, c'est qu'il y a une vraie conscience qui est en train d'être mise en place. Et donc nous, ça fait 3 ans qu'on fait avec la BPI une cartographie des entreprises dites à impact. Donc pour nous, la définition d'une entreprise à impact, c'est une entreprise dont le modèle économique va répondre à un des objectifs de développement durable fixés par l'ONU.
Donc ça veut dire moins polluer, éduquer, nourrir la planète. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces entreprises, il y en a de plus en plus. De manière macro, on a cartographié un peu plus de 1000 entreprises l'année dernière, un peu plus de 700 2 ans auparavant. Donc on voit qu'il y a une croissance très très forte par rapport à cet écosystème de start-up. Aujourd'hui, ça représente quasiment 5% des start-up. Et on sent que aussi bien pour les entrepreneurs que pour les investisseurs dans leur thèse d'investissement, aujourd'hui, il est très important de prendre en compte l'offre et la demande. Ça, c'est le modèle du marché classique. Mais il y a un troisième paramètre qui arrive, c'est en fait, quelque part, l'homme et la planète, le bien commun, le service qu'on va pouvoir apporter. Après, c'est très compliqué de résoudre cette équation. Certains y arrivent. Aujourd'hui, il y a des exemples dans l'écosystème qui sont parlants. Je peux parler d'un Too Good To Go, d'un Blablacar. C'est des entreprises qui ont réussi à mettre au cœur de leur modèle économique l'impact. C'est pas toujours évident, c'est un peu l'équation quasi impossible parfois. Mais en revanche, dans les startups et dans beaucoup d'entreprises de manière générale, c'est pas les startups qui sont forcément le plus gros modèle, on voit que la RSE prend une place de plus importante avec l'apparition de postes dédiés. Et nous, on le voit au sein de France Digital. Aujourd'hui, on a un cercle qui est dédié à ce qu'on appelle des Chief Impact Officers qui vraiment partagent leurs bonnes pratiques et qui font émerger des outils pour qu'au final, si votre entreprise n'est pas Impact by Design, en fait, vous prenez en compte et dans tous les métiers. Et on parlait de données tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, un développeur, quand il va développer des algos, il va penser à la consommation d'énergie que va produire l'algorithme. Et en fonction de comment on crée cet algorithme-là, il va plus ou moins être frugal par rapport à la consommation d'énergie. Donc ça, c'est un switch qui est assez intéressant. Et ça me donne bon espoir de me dire que effectivement, cette ingéniosité qu'on arrive à apporter dans l'entreprise va nous permettre d'être beaucoup plus responsables. Mais c'est vrai que justement cet aspect de lien il y a un lien entre la responsabilité sur la data, les données et la responsabilité sur l'environnement. Minimiser l'utilisation des données, ne pas utiliser des données qui ne sont pas nécessaires, ne pas capter des données qui ne sont pas nécessaires, c'est aussi quelque chose qui va être moins de data center, moins de consommation. On a de manière très concrète et lancé en 2022 un produit gratuit qui s'appelle Quant VIP pour Very Important Privacy, qui est une extension de navigateur qui s'installe sur Chrome, Firefox et Edge, et qui va, durant votre navigation, bloquer tous les trackers et tous les appels à plein de serveurs publicitaires. Et en fait, on voit que en bloquant tous ces appels, pour l'utilisateur, déjà, ça protège les données personnelles et ça réduit tout le nombre d'appels qui est fait par la machine au moment où il navigue. Donc on voit vraiment un lien entre la protection des données personnelles ou la minimisation de l'utilisation des données personnelles et la responsabilité environnementale. Après ça, sur l'aspect environnemental, au-delà de ça, donc l'émission des gaz à effet de serre par le numérique, au global, suivant les chiffres, ça va être de 2 à 4% au global, mondial, en augmentation. Après ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux aspects. C'est le numérique doit bien sûr s'évertuer à être vertueux lui-même, donc faire en sorte de moins consommer de données, faire en sorte d'avoir moins de consommation électrique, d'avoir des serveurs plus efficaces, de garder des serveurs plus longtemps, ce que l'on fait dans notre data center. On a un data center en France, on garde nos serveurs assez longtemps, on upgrade la mémoire, on ne les remplace pas au bout de 2 ans, ce n'est pas nécessaire. Donc voilà, notre data center en France, on le rend efficace, énergétiquement, mais aussi en conservant dans la durée. Mais le point, c'est aussi comment le numérique peut servir pour aider sur les 96% qui ne sont pas les numériques à engager sur des comportements plus vertueux. Donc là, il y a une responsabilité du numérique à aider les citoyens, à donner des solutions aux citoyens, à influencer les citoyens sur les internautes, les utilisateurs du numérique, vers des comportements plus vertueux. Et ça, c'est aussi des choses sur lesquelles nous, on travaille chez Quant, sur comment on peut aider les utilisateurs à s'engager sur des comportements plus vertueux. Ouais, sur le côté environnemental du numérique, nous on travaille sur 2 leviers. On travaille sur le Green IT d'une part et l'IT for Green. Sur le Green IT, on l'a dit, il y a donc un impact et cette conscience qui monte de l'impact du numérique dans les émissions. Je l'ai déjà évoqué il y a un instant, une grosse partie à la SNCF de cet impact est due au matériel. On a 150 000 agents, donc on a plus de 100 000 ordinateurs, on a plus de 100 000 téléphones et tablettes, et la grosse partie de l'impact environnemental est due au matériel quand on fait le bilan carbone du numérique à la SNCF. Donc d'abord, évidemment, on commence par les grosses pierres, et donc on a commencé à travailler sur ce matériel. Donc le matériel, on a d'abord décidé d'avoir une juste dotation.
et donc de rescanner l'ensemble des dotations qu'on fait. Est-ce qu'on ne double pas? Est-ce que tout le monde a besoin d'une tablette? Tout le monde a besoin d'un téléphone? Est-ce que nos prestataires ne sont pas double dotés, et par leur entreprise et par nous? Donc on regarde comment déjà avoir une juste dotation. Ensuite, sur le matériel en tant que tel, on va faire des choix de matériel qu'on peut faire durer dans le temps. Alors des fois on n'aura pas toujours la dernière version du dernier téléphone, mais on peut faire durer un peu plus longtemps. Et donc ça, on travaille et on met aussi la pression sur nos prestataires, les fournisseurs de logiciels, pour qu'on arrive à faire durer notre matériel un peu plus longtemps. Puis le troisième point qui est important, c'est d'organiser des filières de seconde vie. Nous, on a cette chance, et comme on est massif, on peut structurer un certain nombre de choses. Et donc on a décidé d'emmener notre matériel dans des filières de seconde vie. On travaille avec une entreprise du secteur adapté et dans lequel on a pu aller faire partir plus de 45 000 ordinateurs pour qu'ils soient ensuite remis sur le marché. Donc ça, c'est important. On essaie de structurer ces filières. On l'a fait d'abord pour SNCF. On a essayé d'embarquer, et on y arrive, d'autres entreprises maintenant derrière nous pour structurer cela. Donc il y a un gros travail sur le matériel. Ensuite, le travail sur la data, on l'a dit, on travaille sur l'éco-conception, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour appeler moins, pour que nos algorithmes finalement soient plus vertueux et plus sobres. Ça, c'est un élément qui est important. Et c'est travailler aussi avec l'ensemble de nos fournisseurs et de nos prestataires. Et donc, par exemple, dans le numérique, on a intégré dans nos appels d'offres 20% de critères, sur des critères de RSE, des critères de durabilité, des critères de sobriété dans nos appels d'offres. Donc ça, on l'a monté avec la direction achat de la SNCF. On est soumis au code public du marché, des marchés publics dans les achats. Et donc, on a intégré 20% de critères RSE sur les appels d'offres. Donc ça, c'est la partie Green IT. Comment est-ce qu'on fait dans notre utilisation du numérique pour avoir le maximum de sobriété? Le deuxième point, et c'est celui qui a le plus de levier, c'est l'IT for Green, comment le numérique nous aide à être encore plus sobre. Alors, on a de la chance à la SNCF, nos produits sont sob by design, puisque le train, évidemment, génère beaucoup moins d'émissions de CO2 que d'autres modes de transport. Donc on a déjà cette chance de pousser ce mode de transport. Néanmoins, dans la réalisation même d'un train, on utilise beaucoup de choses et on continue d'émettre et de consommer. Donc, comment le numérique peut nous aider à être plus sobre? Je vais prendre, alors, il y a 1000 exemples évidemment, puisqu'on met des capteurs dans nos gares pour limiter la consommation énergétique de nos bâtiments. On a plus de 3000 gares. On met des capteurs sur des systèmes pour pouvoir les éteindre quand ils ne sont pas utilisés. Mais je peux en prendre un qui est important, par exemple, auquel on ne pense pas souvent. Donc, c'est la traction. La traction, c'est tirer un train. Et donc c'est là où vous pompez le plus d'électricité. Alors, évidemment, un TGV, ça va vite, donc ça pompe beaucoup d'électricité. Et donc on a un programme d'éco-conduite, c'est-à-dire qu'on va aider les conducteurs de train à utiliser moins de puissance électrique en fonction du terrain. Et donc le numérique a aidé parce qu'on va modéliser l'ensemble de la géographie de la ligne, les montées, les descentes, et le conducteur va avoir des informations pour adapter sa conduite et il va diminuer sa consommation de plus de 10%. Ce qui est phénoménal quand vous faites rouler, on fait rouler 14 000 trains en France chaque jour, 800 TGV chaque jour, je vous l'ai dit, c'est 10% de la consommation industrielle en France. Donc là, l'impact du numérique, il est très puissant. Il est très puissant en aidant l'humain à baisser la consommation d'énergie. Et donc, on travaille beaucoup sur en quoi le numérique aide sur chacun on va dire, des maillons de la production d'un train à baisser la consommation. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, puis aussi pour rebondir ce que disait Raphaël, c'est que le numérique, en fait, il a un rôle d'accompagner les usages. Il va transformer l'usage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, mais on est tous touchés par l'impact du numérique. On ne consomme plus de la musique de la même manière, on ne consomme plus les films de la même manière. Et aujourd'hui même, on ne travaille plus de la même manière, on télétravaille en partie. Ça transforme complètement la société, quelque part. Et ça, c'est présent dans le quotidien de n'importe quel Français. Donc, le numérique, il a un rôle dans cette transformation. Il faut que cette transformation elle soit positive. Donc, quelque part, il y a un vrai rôle social au numérique. Donc, il y a un vrai besoin qu'il y ait un accès de manière un peu équitable pour chacun au numérique. Aujourd'hui, on l'a vu notamment pendant le Covid, le numérique a permis la continuité quelque part de la formation et de l'école. Il est possible de prendre des cours à distance, mais il faut vraiment que tout le monde soit équipé de la même manière. Donc, tu parlais notamment du matériel reconditionné, je trouve que c'est une super initiative. Nous, on fait pareil au niveau de l'écosystème. On a une initiative qui s'appelle Balance pas ton PC pour récupérer le matériel usagé des entreprises, le reconditionner, le redistribuer. Voilà, je pense qu'il y a un vrai rôle à faire en sorte déjà que le numérique soit accessible pour tous, donc les services du numérique,
Il est aussi important que nous, dans la manière dont on crée des usages numériques, on inclut bien toute la population dans cette innovation-là. Parce qu'en fait, quand on crée un produit, ça sort de la tête d'un créateur. Le créateur, il a ses propres biais. Et donc, un gros problème qu'on peut observer aujourd'hui en France, mais ce n'est pas que la France qui est concernée, c'est qu'en fait, on a quand même un écosystème d'entreprises numériques très peu diverses. Quand on regarde les profils qui sont dans ces entreprises, sans parler du problème de parité où il y a quand même majoritairement encore des hommes, on a très peu de diversité dans les origines sociales de ces personnes qui innovent, qui créent le numérique. Donc pour être ingénieux et pour vraiment pouvoir fournir des inventions qui sont universelles et qui concernent tout le monde, il faut aussi du coup pouvoir inclure dans ces salariés un maximum de profils. Je pense que c'est un sujet qui va revenir sur cette scène aujourd'hui. Mais voilà, dans l'ingéniosité du numérique, comment elle va transformer les usages, il faut qu'elle soit du coup diffuse et que dans la manière dont on va la penser, on puisse inclure un maximum de personnes dans la réflexion. Sur le sujet de hommes-femmes, on est très fiers chez Quant d'avoir une co-direction, Korinovic et moi à la direction, et un COMEX qui est 50% femmes, 50% hommes. Voilà. Donc ça, je précise au passage. Et pour la petite anecdote, leur participation à des prises de parole publiques se font au hasard. 50-50. Voilà, ils m'ont dit on tire à pile ou face qui va où. Enfin, voilà. Pile ou face, donc 50-50. Voilà. Et l'autre aspect, c'est important ce que tu dis, Maya, c'est sur la responsabilité que les entreprises du numérique ont sur la sensibilisation. Donc on a déjà parlé de la sensibilisation aux données personnelles. Donc là, on a par exemple au moment de la Privacy Day, on a lancé un guide pour aider les utilisateurs à adopter de meilleurs usages pour protéger leurs données personnelles. Mais au-delà des données personnelles, on a lancé un moteur de recherche pour les enfants, Quant Junior. C'est un moteur de recherche pour les enfants de 7 à 10 ans qui est déployé dans beaucoup d'écoles et aussi proposé par les parents à leurs enfants. Et c'est un moteur de recherche qui permet de découvrir le web, la recherche, sans être exposé à des contenus non adaptés. Au-delà de ça, on a tous un rôle d'entreprise du numérique sur la sensibilisation pour éviter que l'usage se retourne contre l'utilisateur. Donc là, vraiment, on fait en sorte que les bonnes pratiques d'un usage numérique raisonné soient vraiment adoptées par tous. Ouais, sur le numérique et l'humain, on travaille sur deux faces, la face interne et la face client. Sur la face interne, le numérique évidemment vient bousculer l'ensemble des métiers, l'ensemble de la chaîne comme dans toutes vos entreprises. Et le numérique est finalement extrêmement complexe, très technique et donc demande d'accompagner les collaborateurs. Donc d'abord, on a des formations de l'ensemble de nos collaborateurs au numérique sur les nouveaux outils qu'on va leur donner, mais sur aussi des concepts. On a une école du numérique interne et on va aborder des grands concepts, soit par le biais de conférences, le métaverse, l'IA générative, etc., simplement pour acculturer, soit carrément des labels. Par exemple, on a fait des labels pour tous les dirigeants de la SNCF, label dirigeant numérique. Obligatoirement, tout dirigeant de la SNCF doit suivre une formation de notre école numérique avec tout un tas de modules pour mieux comprendre les transformations numériques qu'il y a lieu et comment elle vient transformer ses équipes. Je le disais, ce qui est important, c'est donc l'humain. Donc on accompagne nos équipes, on les forme. Ensuite, on a, il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se la cacher, le numérique transforme des métiers. Et des métiers changent, voire diminuent. Par exemple, ça fait longtemps que la SNCF a diminué le nombre d'agents en guichet, puisqu'on vend des centaines de milliers de billets par jour sur nos applications. Mais ça crée aussi des emplois. Et donc j'y reviens, ça crée par contre des nouveaux emplois. Et donc il faut accompagner les collaborateurs vers ces nouveaux emplois. On en crée des nouveaux, on va chercher des spécialistes, des experts sur le marché, mais on change aussi, on forme nos agents. C'est la chance d'un groupe comme SNCF, c'est qu'on a aussi des moyens de formation assez importants. Et donc par exemple, on a en ce moment 334 agents, pour être très exact, 334 agents qui suivent une formation dans le numérique, alors qu'ils n'en venaient pas du tout. Ils étaient dans des métiers de production ferroviaire ou dans des métiers de distribution comme vendeurs. Et on les forme au numérique pour les emmener vers ces métiers-là, puisqu'on souhaite avoir ces compétences au maximum en interne. Et donc on a lancé nos propres formations internes, aidées aussi évidemment avec des organismes externes, et on forme vers le numérique. Donc on a vraiment ces deux aspects. La formation au jour le jour, accompagnée au changement, mais aussi emmener des collaborateurs qui n'étaient pas dans le numérique vers ces nouveaux métiers, parce que c'est des métiers d'avenir au sein de la SNCF.
Le deuxième aspect, c'est sur les clients, c'est comment accompagner les clients. Alors on pousse le numérique, on pousse fort, hein, toujours, et la SNCF a toujours poussé fort depuis 20 ans sa transformation numérique et elle continue. Donc on pousse fort, mais en même temps on n'oublie pas qu'effectivement on a des populations qui sont moins à l'aise avec ça. Donc la SNCF évidemment est toujours très multicanal, on aura toujours des guichets, on a toujours des services téléphoniques, on essaye d'accompagner au maximum nos clients. On a des difficultés nouvelles, finalement quand on a du mal avec l'écrit, on a du mal avec les sites internet ou les applications. Et donc il faut que nous on prenne en compte ça, on a toute cette diversité. Donc à la fois on travaille sur l'accessibilité de nos applications, on a des audits d'accessibilité et c'est dans l'obligation de nos cahiers des charges, mais on travaille toujours aussi à des solutions alternatives pour ceux qui sont vraiment éloignés du digital. Oui, à ce sujet-là, Madines étudie des tendances depuis le confinement. Le sujet de l'électronisme apparaît, le mot est pas très joli, mais il a l'avantage de faire un petit peu peur. On s'aperçoit d'une chose, c'est que le problème du digital ne vient pas simplement des seniors. Les 24-34 qui ont des habitudes d'aller faire leurs fichiers sur TikTok, sur Canva, de ne pas se servir de Word ou d'Excel, se retrouvent exactement avec les difficultés que moi j'avais imaginées pour mes parents. C'est des difficultés de faire des tâches administratives. J'ai vu que 33% des jeunes se refusent à créer un compte LinkedIn ou à s'inscrire à Pôle emploi parce que l'ergonomie est beaucoup trop distante pour eux. Voilà, ça c'est une première catégorie, les jeunes qui font un petit peu peur. On se le rappelle toujours parce qu'on est des entreprises pour la majeure partie parisienne, c'est qu'il y a un problème d'accès à Internet quand même dans ce pays et de matériel. Il y a quand même des gens qui n'ont pas d'ordinateur pour travailler. Un sujet d'électronisme autour de la difficulté de vérifier les informations. Il y a quelque chose autour de la montée du complotisme et des croyances qui est un défaut de compétence du numérique, très probablement. Un manque de connaissances clés, ça on le voit tous les jours dans nos entreprises. Et in fine, des personnes qui ont des difficultés immenses à se servir d'outils digitaux dont on prend tous à titre personnel un mal fou à faire en sorte qu'elles soient sympas, sexy, jolies, ludiques. Voilà. Est-ce que, quand on a des responsabilités d'entreprise, comment est-ce qu'on prend conscience de cette espèce de fracture qui est en train de se créer avec les jeunes, avec les digital natives, qu'on pensait hyper compétents? Comment est-ce qu'on en prend conscience et qu'est-ce qu'on envisage de faire pour résoudre un peu tout ça? C'est ce que je disais en amont quand je parlais un peu d'innovation universelle, faire en sorte effectivement, et c'est un peu ce qu'on observe dans cet écosystème, c'est que il s'est un peu parfois constitué en vase clos. Il y a des images aussi qu'on se fait du numérique. Il y a un enjeu à démystifier en fait ce qu'est le numérique. Je pense que par exemple quand on parle d'un poste de développeur, ça peut faire un peu peur, c'est des lignes de code. En soi, c'est pas un métier hyper compliqué. Et donc, en fait, il y a un véritable enjeu à traduire tout ça, à évangéliser. Nous, c'est vraiment le rôle de France Digital, d'une certaine manière, c'est d'essayer de décrypter, et c'est aussi le rôle d'un Madines, mais vraiment de faire comprendre, en fait, quels sont véritablement ces métiers, quels sont ces outils, à essayer de faire en sorte qu'un maximum de personnes de différents horizons intègrent ces sociétés qui font le numérique et qui créent des nouveaux outils pour que cette innovation, elle soit universelle. L'innovation universelle, c'est quoi? C'est beaucoup employé pour les usages pour les handicapés. En fait, on m'a expliqué que la télécommande, à l'origine, c'était un outil qui avait été pensé pour les handicapés parce qu'ils n'arrivaient pas à atteindre l'écran, ils ne pouvaient pas se lever de leur siège, mais en fait, tout le monde l'utilise aujourd'hui. Et en fait, le numérique doit être pensé comme ça, doit être pensé pour les personnes pour qui c'est le plus compliqué, pour qu'in fine, il soit le plus simple possible et le plus accessible. Mais ça nécessite, comme je le disais en amont, à vraiment ouvrir les portes et à faire en sorte que ce qu'on conçoit comme outil soit conçu pour tous et pas pour une élite. Oui, c'est vrai, toutes les entreprises du numérique ont cette responsabilité de développer et proposer des produits simples d'accès. Et c'est là où on peut avoir aussi une proximité avec le sujet de la protection des données. C'est-à-dire que ne pas demander des données qui ne sont pas nécessaires au service, c'est déjà un moyen de rendre le service plus simple. Donc par exemple, je prends une comparaison. Si vous allez sur Quant, il n'y a pas de bandeau de cookies, parce qu'il n'y a pas de demande de consentement. Si vous allez sur tout service numérique qui va demander de la donnée personnelle, vous aurez un bandeau de consentement. Et donc là, pour quelqu'un qui ne connaît pas, mais pourquoi j'ai ce bandeau de cookies, ne connaît pas RGPD, pourquoi j'ai ce bandeau de cookies, qu'est-ce que je dois répondre? Voilà. Non, des services qui n'ont pas besoin de capter la donnée, qui n'est pas nécessaire pour le service, rend le service plus simple et donc plus accessible. Oui, je pense que le point de la diversité est un très bon point. On doit avoir des équipes diverses
pour arriver justement à répondre à l'ensemble de la demande. Alors évidemment, il y a aussi les tests utilisateurs, hein, il y a aller au-devant des clients, regarder, tester, et toutes les catégories de clients. À nouveau, je le disais, hein, SNCF, on est confronté finalement à tout le monde utilise les services de la SNCF, donc on va aussi bien regarder si nos services fonctionnent pour les seniors, pour les jeunes, pour ceux qui sont plutôt férus de technologie, ceux qui sont plus loin. Mais dans la diversité, la conception même, du coup, la diversité des équipes est un élément qui est effectivement fondamental. Et donc, il faut qu'on aille chercher ces talents. Il faut qu'on aille chercher des collaborateurs qui, des fois, sont effectivement éloignés du numérique, mais qui peuvent, avec la formation, et nous on le voit en interne, hein, qu'on peut emmener sur ces métiers-là. Et vraiment, on y arrive. Et donc ça, c'est un gros effort qu'on fait. Et pour nous, c'est hyper enrichissant d'aller chercher des gens qui étaient dans la production ferroviaire, des gens qui étaient sur le terrain et de les amener dans le numérique. Ça amène aussi un éclairage complètement différent sur la façon dont on pousse des nouveaux services et dont on les développe. J'aimerais appuyer sur le point de Julien sur la formation. Effectivement, c'est déterminant. Et nous, en tant que lobby, une des mesures pour lesquelles on pousse énormément auprès du gouvernement, c'est pour qu'il y ait des formations sur les métiers du numérique dès le plus jeune âge, parce que la fracture, elle se fait à ce moment-là, pas au moment de l'utilisation de la création de son profil LinkedIn, c'est bien en amont. Et si on veut ouvrir les portes, il faut que dès le plus jeune âge, on s'en sensibilise et qu'on se dise qu'en fait, c'est pas des métiers si compliqués, que c'est des métiers qui sont porteurs et qui sont faciles d'accès à tous. Et Maya, sur ce cadre-là qui intéresse pas mal de startups, j'ai retenu, moi, une toolbox absolument magique. La formation des startups à répondre à des critères ESG. Ouais. Quand une start-up lève des fonds, les fonds viennent les voir en leur posant plein de questions compliquées sur des critères ESG. Voilà, Maya et ses équipes ont choisi de le mettre dans un outil. Oui, alors c'est pas que mes équipes. En fait, donc France Digital, c'est 2000 membres, donc près de 1900 startups et une centaine de fonds d'investissement. Et dans ces startups, il y a les fondateurs, mais il y a aussi beaucoup les salariés qu'on réunit dans différents cercles. Et on a notamment un cercle de responsables RSE. Et donc, ce qu'on essaye de faire avec tous ces membres, c'est de créer des outils mutualisés qu'on peut partager à toutes les entreprises qui débutent. Et donc, notamment, on a sorti l'année dernière une Impact Toolbox. Et en fait, c'est vraiment le guide de la RSE jour 1 pour une entreprise avec un fondateur qui n'y comprend rien. Et on lui explique quelles sont les premières démarches à avoir pour que dès le départ, ce côté responsable soit dans son ADN. Voilà, il nous reste 3 minutes. Donc, et j'avais envie de terminer par une question pour vous. On se rappelle brièvement le sujet, responsabilité numérique des entreprises. On s'aperçoit que ce n'est pas un sujet nouveau, même s'il mollet. Qu'on a un enjeu majeur, c'est de ne pas en faire un mot valise, que ça ne tombe pas dans le greenwashing comme on sait le faire sur certains sujets, que ce soit bien ancré. Je retiens de vos échanges le premier, un impact de la donnée qui est très très important, un impact environnemental avec des difficultés à compter ce qu'on consomme. On ne peut pas additionner des tonnes de CO2 avec des kilowattheures. Dans l'entreprise, c'est un vrai sujet. Un vrai sujet social avec l'électronisme et oui, un vrai sujet sociétal. Et tout ça, ça nous fait une espèce d'approche globale de cette responsabilité numérique et de vos échanges, de bien comprendre que ce n'est pas simplement l'entreprise sur elle-même, c'est l'entreprise vis-à-vis des autres dans la société. Et comme la thématique de cette journée, c'est Born to be Alive, j'ai envie, pour conclure, de vous demander à chacun ce que ça vous évoque et qu'est-ce qu'on peut se souhaiter tous mutuellement pour cette journée. Alors, Born to be Alive. Moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'en fait, on annonce souvent les catastrophes, les morts, la fin de quelque chose. Donc, c'était la fin des métiers, la fin de l'humain, la fin de la SNCF, etc. Moi, ce que je retiens dans mon entreprise, c'est que la SNCF, en fait, se transforme perpétuellement, se renouvelle. Ça fait 20 ans qu'elle fait du digital. Ça fait 20 ans qu'elle se transforme. On fait des choses super, des fois un peu moins bien, et on rebondit. Mais du coup, je dirais, Born to be Alive, il faut continuer de se transformer pour continuer d'avancer, justement, et rester vivant. Je trouve que ça va assez bien à la SNCF. Donc, Born to be Alive, donc, on parle de la vie. Et donc, si la vie numérique capte une grande partie de la vie privée, on peut dire que c'est plus vraiment la vie, en fait. C'est la vie un peu moins bien. Donc, engageons-nous à nous battre pour reprendre une liberté de protéger nos données personnelles dans la vie numérique.
Moi, Born to Be Alive, ça me fait penser à Patrick Hernandez et j'aimerais bien qu'il soit là aujourd'hui. Moi aussi, c'est vrai. Mais sinon, Born to Be Alive, moi, le côté vie, ça me fait penser, et surtout dans Maddy Keynote, le petit côté Madiness, grain de folie. Et je pense que pour entreprendre, il faut avoir ce grain de folie. Et donc, j'espère que vous l'avez un peu tous et j'espère qu'on va pouvoir le cultiver aujourd'hui. Mais n'oubliez pas qu'il faut être un peu fou, mais responsable. Merci beaucoup à toutes et à tous. On vous souhaite collectivement une super journée. Vous avez une chance incroyable d'être ici. Il y a plein de choses qui se passent. Et de se souvenir aussi que les trois personnalités qui sont là, elles sont là une partie de la journée. Donc profitez-en pour aller discuter. C'est un événement d'échange, donc elles sont hyper ouvertes et elles ont toutes du temps. Voilà. C'est vrai. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée.